Bonjour à tous, donc, je suis Adrien et merci d'être avec nous pour cette nouvelle conférence qui est donc en partenariat entre l'entretien des mines et le bureau des sports. Donc, l'entretien, c'est une asso de discussion dont la vocation est de vous faire découvrir, approfondir la compréhension du monde politique, économique et culturel, puisque nous sommes convaincus que les ingénieurs, les futurs ingénieurs que nous sommes, avons toute leur place dans le débat public autour de ces questions. Et nous sommes vraiment ravis de vous voir pour cette deuxième conférence de l'année organisée par le nouveau bureau. Et donc, moi, c'est Amélie et je représente donc le bureau des sports. Et donc, aujourd'hui, on est là parce qu'on accueille en fait une athlète, en quelque sorte. Et donc, on est très honoré d'accueillir Mathilde, donc, qui joue aux échecs et de manière un peu semi-professionnelle, en tout cas au niveau jeune. Et maintenant, je pense que tu te lances dans la suite de ta carrière échiquienne. Et donc, on espère que on est convaincu que tu as beaucoup à nous apprendre sur le monde des échecs, comment ça se passe, comment tu t'entraînes et tes projets de vie par rapport à ça. Et donc, on n'est pas sans savoir qu'actuellement, le monde des échecs, il est un peu en vogue avec donc la série Le jeu de la dame, le confinement qui a beaucoup amené le jeu en ligne. Et donc, beaucoup de gens, en fait, qui se sont mis aux échecs très récemment. Et donc, pour nous, c'est vraiment une super occasion de t'avoir ici pour nous en prendre un peu plus sur ce milieu et ses enjeux. Donc, bonjour Mathilde. Bonjour à tous et merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir d'être là. J'espère que je vais vous apprendre des choses, mais vous n'hésitez pas à me poser directement les questions où vous souhaiterez que j'aborde le sujet, ou quel thème est-ce que vous voulez que j'aborde, parce que les échecs, enfin, c'est assez vaste, il y a plusieurs domaines qu'on peut aborder, donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse. Ouais, d'ailleurs, on va faire à peu près 45 minutes d'interview par Amélie et moi. Et ensuite, on passera aux questions du public. Et donc, pour le public, vous pouvez poser vos questions dans le chat directement, un chat Zoom, et puis on reprendra les questions à la fin, une par une. Enfin, vous pourrez même les poser directement vous-même à Mathilde, si vous en avez envie. Du coup, pour commencer, est-ce que rapidement, tu peux te présenter en quelques minutes, donc ton parcours scolaire, ton parcours échiquéen, ton origine, tes études, etc. Ok, alors je m'appelle Mathilde, donc je suis toulousaine. J'ai fait donc un lycée scientifique, double diplôme ESABAC, donc italien. Donc j'ai fait l'histoire en italien et littérature italienne en plus. Ensuite, j'ai fait une prépa MPSI, PSI. Et j'ai intégré une école d'ingénieur à Lille qui s'appelle Haute Études d'ingénieur, donc HEI. Et là, je suis en première année. Je vais passer en deuxième année l'année prochaine en spécialité BTP. Et donc, je vise à faire un métier dans le bâtiment. En ce qui concerne ma carrière échiquienne, j'ai commencé à l'âge de 5 ans et demi, 6 ans, avec mon frère, ma sœur et mon père. J'ai intégré un club d'échecs à l'âge de 6 ans. Et mes compétitions ont commencé en 2007. J'ai intégré l'équipe de France en 2007 aussi. Et j'ai fait beaucoup de championnats d'Europe, championnats du monde. Et j'ai une belle expérience en équipe de France jeune. Et là, ces derniers temps, donc, j'avais mis en suspens les échecs lors de ma prépa. Parce que, bon, vous le savez tous, c'est pas si facile que ça, la prépa. Et faire des compétitions en même temps, c'est juste impossible parce que une compétition d'échecs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, c'est à peu près 2 semaines. Et quand on en a 2 par an, enfin, très grosses et très importantes, on est vite amené à rater beaucoup de cours. Et ça, c'est plus trop possible quand on grandit et surtout en prépa. Donc, j'ai mis en suspens et j'ai repris là justement en septembre dernier, enfin, plus août dernier. Mais avec le Covid, donc il y a beaucoup moins de tournois. Donc, voilà, je suis un peu comme vous, je ne joue pas particulièrement ces derniers temps. Et si tu pouvais essayer de résumer un peu ton parcours échiquéen qui est déjà bien fourni en quelques dates clés ou événements qui t'ont marqué, qu'est-ce que tu retiendrais? Oula, c'est une question, je pense qu'il fallait quand même que je réfléchisse avant. Alors, je dirais que dans un premier temps, il y a le tout commencement, donc en 2006-2007, quand je me suis inscrite dans le club d'échecs. J'ai vraiment senti
une intégration dans le milieu du monde des échecs et surtout dans le milieu de la compétition. Ensuite, en 2008, j'ai été championne de l'Union européenne. Donc, ça reste une date clé et importante pour moi. Et mon titre de championne de France de 2016, c'est mon plus beau titre personnellement parlant. Je me suis vraiment épanouie en gagnant ce titre. Et il y a aussi vice-championne d'Europe en équipe d'adultes à la Mitropa Cup en 2017. C'est mes quatre C'est grosses pas mal. dates. C'est vraiment pas mal. Et du coup, en tant que semi-professionnel, tu as quand même beaucoup travaillé les échecs. Enfin, tu t'entraînes, quoi. Voilà. Ouais. Et comment est-ce que tu t'entraînes? Comment est-ce que tu t'entraînes actuellement et comment est-ce que ça a un peu évolué depuis du coup tes 5-6 ans? Ok, je vois où est-ce que tu peux me mener. Mais alors en fait, quand tu dis semi-professionnel, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais être professionnel, c'est à temps plein quasiment parce que ça demande une exigence et une rigueur de travail qui est assez importante. C'est assez difficile de se rendre compte des notions, des connaissances qu'il faut avoir et aussi de l'exigence que c'est qu'être professionnel. Et moi, on peut dire que je suis semi-professionnelle dans le sens où justement j'ai accès à de fortes compétitions et je stream sur Chess24 et je commande des hauts tournois. Mais pour m'entraîner, donc en soi, il y a plusieurs façons de s'entraîner. Le plus important, ça reste quand même la tactique, donc tout ce qui est calcul. Parce que les échecs, c'est du calcul en permanence. Et sans calcul, c'est difficile de bien jouer, entre guillemets, parce qu'on anticipe moins les coups de l'adversaire, on peut facilement faire des erreurs d'inattention ou autre, donc il y a le calcul qui est important, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est lire des livres. Donc quand je dis lire des livres, c'est un peu dur de lire, il faut aussi avoir un échiquier, il faut étudier, il faut analyser les positions. Et il y a aussi les finales qui sont importantes, tout comme les ouvertures. Il y a beaucoup de choses. Mais ce que je préfère, moi, en tout cas, c'est la stratégie. Enfin, c'est les positions, le jeu, le milieu de jeu, en fait. Voilà. Et en termes de volume horaire, après, ça a peut-être varié en fonction de quand tu étais au lycée, maintenant, en prépa, etc. Par semaine, tu penses que tu travailles à peu près combien de temps les échecs? Alors, en fait, quand j'étais plus jeune, j'allais au club d'échecs tous les samedis matins. Donc, on y restait, on y allait souvent vers 9h et on sortait vers midi, mais c'est assez encadré dans le sens où on a des entraîneurs de club. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va faire 1h30 de cours. Donc, ça peut être de la tactique, ça peut être des études de partie ou des analyses de partie. Et ensuite, on va tous jouer ensemble. Donc, en termes d'horaire ou de temps, je dirais que peut-être que quand j'étais plus petite, je faisais au moins 5-6 heures par semaine. En prépa, j'en faisais 0. Lors des compétitions, par contre, on en fait beaucoup plus parce que comme on est imbibé, en fait, là, je parle de l'équipe de France, mais ça peut être aussi pour les championnats de France ou pour les départementaux ou régionaux. En fait, quand tu es en tournoi d'échecs, tout le monde parle d'échecs et tu es imbibé d'échecs. Donc, on parle d'échecs toute la journée. Donc là, le volume horaire est assez colossal. Et il y a aussi la phase d'avant-tournoi qui est assez importante parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de lacunes sur beaucoup de sujets. Donc, il faut essayer de rattraper le tempo et le retard qu'on a eu. Donc là, je dirais, en période de tournoi, on peut faire facilement 10 heures par semaine. Mais là, à l'heure actuelle, en fait, c'est un peu compliqué parce que si je vous dis que ce que je fais sur Chess24, c'est aussi de l'entraînement, parce qu'en soi, pour moi, ça l'est, ça m'arrive de faire au moins 20 heures par semaine, des fois. Est-ce que tu peux détailler un peu ce que tu fais sur Chess24 pour ceux qui sont pas au courant? Oui, pardon. Alors, en fait, sur Chess24, j'ai 2 activités. La première, c'est le mardi soir, où là, je vais jouer contre les abonnés premium de Chess24. Donc, je vais faire des parties, donc des blitz comme ce que vous faites contre Amélie quand elle vous joue la Scandinave. Exactement pareil. Sauf que donc, je vais jouer
tout type d'ouverture, ça dépend si on a des requêtes spécifiques ou autres. Et je vais les commenter en même temps. Et on va échanger. Donc, souvent, les joueurs, ils ont des questions après leur partie, donc ils me posent des questions. Ou même des fois, il y en a qui me parlent pendant la partie. Mais donc ça, c'est le mardi soir où je commente mes parties que je joue contre les abonnés de Chat 104. Et après, il y a une deuxième chose que je fais, c'est que je commente les tournois du Meltwater Champion Chess Tour. Donc le Meltwater Champion Chess Tour, ça regroupe 10 tournois. Et ces 10 tournois, ils comportent les meilleurs joueurs du monde. Donc souvent, il y a le top 15 mondial qui participe à ces tournois. Donc il y a différentes cadences, ça peut être du rapide, mais souvent c'est du lent. Donc je ne sais pas si je dois détailler les différentes cadences ou pas. Bah, Rapide, c'est moins de 25 minutes. Et lent, c'est minimum 1h30 ou 1h plus 30 secondes par coup. Enfin, ça dépend, mais c'est lent, quoi. Et donc, je commente avec un grand maître. Ça peut être Laurence Fressinet, ça peut être Yannick Ozzoli. C'est des grands maîtres, genre d'échecs professionnels. Donc, c'est assez compliqué. Donc, j'apprends aussi en même temps. Et je considère que ça reste de l'entraînement parce que c'est assez important quand même de se tenir à jour de l'actualité échiquienne. Parce qu'il y a l'ordinateur qui commence à avoir une grande place aussi dans la phase de préparation, surtout au niveau. Et plus le temps passe, au fur et à mesure des années, il y a l'ordinateur qui amène beaucoup de nouveautés théoriques, mais aussi de précision dans le jeu des joueurs. Donc voilà. Ok. Ensuite, la prochaine question, elle est un peu niaise, mais c'est important de la poser. C'est pour toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans les échecs? Moi, je pense que c'est un tout, en fait. Alors, il y a plusieurs choses que j'aime. Déjà, j'aime la compétition, j'aime le jeu en lui-même, mais c'est surtout qu'il est assez complexe. Enfin, il est complexe et complet. Parce que déjà, il y a une phase de préparation. Il y a une phase où tu es devant l'échiquier et tu vas jouer ta partie. Et une partie n'est jamais finie tant que la feuille de match n'est pas signée. Et ça, c'est ce que je préfère parce que justement, on n'a pas le droit à l'erreur et on doit être concentré du début jusqu'à la fin. Et ça, pendant une longue durée parce que c'est important d'être efficace lors d'une partie ou de faire des belles performances. Mais ce n'est pas une seule partie qui va te donner le résultat que tu attends. Donc, je dirais que c'est la compétition, le jeu et le combat. Voilà. Ok, merci. Mais Et Amélie, tu peux le dire aussi, toi, ce qui te plaît dans les échecs. Ouais. Ah, en vrai, c'est dur comme question. Je pose des questions et je ne connais pas la réponse. Ouais, en fait, c'est un peu ouais, c'est un tout, c'est un peu un monde, comme tu le dis, où c'est assez particulier, ouais. Et tu rentres dans ta partie, tu vis le truc. Je pense que c'est quand même le fait d'être concentré très longtemps sur une même chose. C'est, tu peux passer 4 heures à penser qu'à une partie d'échecs et je trouve ça quand même assez beau et je pense que c'est ça qui me plaît le plus. D'accord avec toi. Ok. Bon, merci. On va passer à des questions un peu plus ouvertes maintenant. Du coup, on l'a dit, tu es en école d'ingénieur et tu arrives un peu, depuis cette année, à concilier les études et le sport. En prépa, tu avais complètement arrêté les échecs. Et maintenant, c'est un peu plus simple. Tu as des horaires aménagés. Et du coup, on aimerait savoir un peu comment est-ce que tu vois ton avenir. Est-ce que tu vas essayer de devenir une joueuse professionnelle avec un diplôme d'ingénieur en sorte un peu d'assurance si jamais ta carrière s'arrête un jour ou l'autre? Ou est-ce que tu vas tenter de concilier un travail un peu plus classique et moins prenant et le sport de haut niveau, par exemple? Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse, mais les études, ça me plaît. Donc, je ne me vois pas délaisser mes études pour jouer aux échecs. Et c'est pour ça que j'ai toujours mis en priorité les études, parce que, en soi, j'ai mis en suspens les échecs pendant la prépa, mais le point qui est assez important, c'est que jusqu'en terminale, j'ai fait les championnats d'Europe, championnats du monde, et j'ai raté au moins 2 mois de cours chaque année.
Donc, c'était pas si facile que ça. Et j'ai bien profité, on va dire, des compétitions jeunes d'échecs quand j'en avais vraiment l'opportunité. Là, à l'heure actuelle, garder le même rythme que j'avais avant de compétition, même si j'ai quelques aides d'un point de vue aménagement dans mon école, ça reste un peu complexe parce que c'est pas possible en soi sur le. Enfin non, j'arriverai pas à faire les deux autant à la fois. Mais je me dis que plus tard, une fois que j'aurai obtenu mon diplôme, peut-être que je ferai un peu plus d'échecs ou peut-être que, au contraire, mon métier, enfin, les opportunités qui se seront présentées à moi me plairont plus, donc je choisirai plus un métier vraiment axé que bâtiment et j'arrêterai progressivement les échecs. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Là, je t'avoue que c'est plus pas au jour le jour, mais je vais voir là où l'avenir me mène, quoi. C'est beau. Ouais. Bah, après, ce qui est bien, c'est que tu auras le choix et que tu feras ce qui te plaît le plus. Et Ouais, donc, c'est ça. c'est plutôt bien. Et donc là, on va présenter très brièvement c'est quoi le classement Elo aux échecs, parce que les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, le classement Elo, en gros, c'est ce qui représente le niveau des joueurs. Pour faire très, très simple, c'est un score qui va entre 1000 et 3000. À 1000, tu viens de débuter, et à 3000, tu es champion du monde. Et après, c'est une échelle qui, on va dire, c'est à peu près une gaussienne qui va être centrée en 1700. Mais bon, c'est très, très mal expliqué, mais c'est l'idée. Donc, pour se situer, donc toi, là, tu as 2100 à peu près, Ouais, j'ai 2150. c'est ça. Ce qui est très bien, il faut quand même le dire. On peut toujours mieux faire, hein, tu sais. Et la question, c'est un peu, donc là, tu es 2150 depuis quelques années, donc depuis la prépa où tu as arrêté de jouer, donc forcément ton Elo évolue pas. Et est-ce que tu as des objectifs en termes de Elo que tu aimerais bien atteindre ou pas? Et est-ce que le fait qu'il y ait eu donc le Covid et l'arrêt de beaucoup de tournois t'ont freiné dans ces objectifs? Et comment est-ce que ça se passe, donc la reprise des tournois là? Ok. Alors justement, en fait, un peu pour te compléter, les élos, il y a plusieurs étapes. Il y a la 1500, c'est souvent quand on est plus jeune, on le dépasse plus ou moins assez vite. Surtout quand on fait beaucoup de compétitions, parce que plus on est jeune, plus les lots montent rapidement. Donc 1500, c'est un cap quand tu es petit qui est assez accessible. 1700, 1800, ça commence à devenir assez important, avoir un bon niveau. Il y a la phase du 2000 qui est assez compliquée à franchir. Et ensuite, il y a tout ce qui est 2200, 2300, parce que plus en fait on monte vers les 3000, même si personne n'a 3000, les low max actuels, c'est 2826, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est énorme, mais en fait, à partir de 2200, c'est beaucoup plus dur de monter dans les lots et à chaque fois, plus on monte, plus c'est dur. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi la notion de maître international et grand maître international. Ça, c'est encore, je ne sais pas si je dois l'aborder ou pas, mais Ouais. enfin, je vais peut-être l'aborder comme je vais peut-être dire mes objectifs, mais je dirais que mon objectif, ce serait au moins d'être maître international. Donc c'est, d'un point de vue classement Elo, 2450 à peu près. Voilà. Et comment tu fais monter ton Elo? Tu bats des adversaires mieux Ah classés? oui, ah non, j'ai totalement oublié de répondre à une de vos questions, excusez-moi. Et non, en fait, le Covid en soi, ça ne m'a pas vraiment freinée parce que la prépa, les concours ont été décalés en juillet. Après, on a eu les résultats en août, donc j'allais pas jouer l'été. Et en début d'année, il n'y a pas eu de tournois spécifiques qui ont été organisés, mais peut-être que j'aurais pu en soi participer à des tournois qui avaient lieu en Espagne, à Sitges ou Barcelone, ou des tournois comme ça, mais je ne l'ai pas fait. Donc, non, en soi, si on veut vraiment augmenter les lots, on peut trouver des tournois, et même avec Covid. Donc, ce serait une fausse excuse si je vous dis que le Covid a freiné mon augmentation à l'élo. Mais non, en soi, là, cet été, donc, je vais jouer la semaine prochaine le top 12.
le top 12, c'est le championnat de France adulte par équipe. Après, j'ai prévu aussi un autre tournoi en Crète. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire d'autre, mais je vais rejouer, quoi. Donc, j'ai espéré gagner des points. Pour monter ton Elo, il faut que tu battes des adversaires, c'est ça, mieux classé. Ah oui, alors en fait, justement, pour augmenter les lots, il faut gagner des plus forts pour faire des performances. Mais même si tu bats des moins forts que toi sur le classement Elo, tu gagnes quand même des points, mais c'est un peu proportionnel. C'est-à-dire que, étant 2150, si je joue en 1300, comme l'écart est énorme, c'est beaucoup quand même, je vais gagner seulement peut-être 1 point ou 2 quand je vais le gagner. Alors que si le 1300 me gagne, ben c'est l'inverse. Lui, il va gagner au moins une quarantaine de points et moi, je vais en perdre une trentaine ou 26 peut-être. Enfin, ça dépend de quel âge il a. Il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. Mais je peux facilement monter, mais je peux aussi facilement perdre des points. Donc, il faut juste que je fasse un équilibre. Il ne faut pas que je perde contre les moins forts. Je peux perdre contre les plus forts parce que ça ne me fait pas perdre beaucoup de points, mais ça va vite, quoi. Enfin, ça monte vite, mais ça descend vite aussi. Si tu fais un mauvais tournoi, tu peux perdre beaucoup de points. Si tu fais un bon tournoi, tu peux en gagner beaucoup, mais c'est assez complexe. D'accord. C'est pour ça que c'est plus compliqué en fait de monter certaines étapes de classement et que par exemple 2000 c'est assez difficile et 2200 pareil, et plus tu montes plus c'est dur parce qu'il y a cette notion de quand tu perds un plus faible que toi, enfin une personne qui est moins bien classée que toi, ça te fait perdre beaucoup de points, donc tu dois gagner encore plus de parties pour compenser les points que tu as perdus. Si vous me le dites, hein, si je suis pas claire ou si je m'embrouille, hein, parce que c'est pas impossible. Oh, ça va. Bah, moi, ça me Ok, semble parfait. clair, mais c'est pas forcément un bon arbitrage. Parfait. Je ne connais rien. Oui. Donc là, on a brièvement parlé un peu donc, du Covid et comment ça a pu impacter les échecs. Et en fait, c'est un truc qu'on a constaté de manière générale dans beaucoup de sports. Le streaming a pris beaucoup d'importance avec des personnes qui, sur Twitch par exemple, qui commentent en direct ce qui se passe. Donc les échecs, en plus, c'est assez propice finalement au fait de faire du jeu en ligne. Mm. Et donc, on a vu, là je regarde clairement les notes. Pas de souci. Donc, on a vu donc, des grands champions comme Carlsen ou Naka qui streament sur Twitch et en France aussi avec Chess24 où tu streams des fois qui est très active, mais il n'y a pas que, il y en a beaucoup en fait qui font des streams. Est-ce que tu penses que c'est un engouement qui est amené à durer ou est-ce que c'est quand même beaucoup lié aussi au fait qu'avec la série de jeux de la dame, il y a eu un grand essor de popularité pour les échecs? Donc ça, c'est une première question. Et une deuxième, c'est est-ce que toi, personnellement, donc là, tu fais déjà des petits streams pour Chess24, est-ce que tu comptes te lancer en solo ou tu sais pas encore Ok. Alors déjà, il y a eu un premier pic lors du premier confinement, donc avant même la sortie de la série du jeu de la dame. Et là, je pense que c'est vraiment la notion de... comme tu l'as dit, en fait, les échecs, c'est un jeu qu'on peut faire sur Internet. Et ça ne demande aucun matériel spécifique si on joue sur Internet. Donc, c'est très facile d'accès. Et comme il y a à peu près, je ne sais plus exactement combien de personnes qui sont connectées en permanence, je crois qu'il y en a à peu près 100 000 si tu te connectes. Donc, ça dépend sur quel site, évidemment, mais souvent, tu trouves facilement un adversaire et tu n'as pas cette notion de devoir attendre. Donc, c'est facile. Enfin, c'est facile d'accès le jeu d'échecs en ligne. Et donc au premier confinement, il y a eu un petit pic parce que les gens étaient beaucoup plus sur leur téléphone, il y avait beaucoup plus de temps à tuer. Enfin, je sais pas bien comment le décrire, mais les gens avaient envie de se détendre en tout cas. Et comme le sport le sport physique en tout cas n'était pas accessible, ils ont essayé de trouver des différents remèdes. Donc les échecs a bien marché. Moi, j'en suis très contente. Et ensuite, il y a eu le deuxième pic avec le série du jeu de la dame, parce que justement, je pense que souvent, les personnes appréhendent un peu le milieu des échecs et ne savent pas exactement comment est-ce qu'on progresse, comment est-ce qu'on peut évoluer, comment est-ce qu'on apprend le jeu d'échecs. Et
Enfin, en fait, le jeu d'échecs, les règles sont très simples, mais avoir un bon niveau, c'est pas si facile que ça demande du travail. Et je pense qu'avec la série, justement, on a un peu plus vu comment est-ce qu'on pouvait évoluer aux échecs et qu'est-ce qui était sympa, enfin, le côté sympa du jeu en lui-même, des tournois, de la compétition, de la sensation que c'est de battre quelqu'un. Enfin, même sur Internet, en fait, des fois, quand on bat quelqu'un, on est juste extrêmement content. Quand on perd, on peut être un peu énervé, alors qu'en soi, ça reste un jeu en ligne, ça reste... Enfin, c'est pas si important que ça, entre guillemets, parce que ça dépend, encore une fois, quelle implication tu souhaites y mettre. Mais non, je pense que la série du jeu de la dame, ça a un peu ouvert les portes aux personnes, enfin de nombreuses personnes en tout cas, de se lancer dans le jeu en ligne, dans la compétition, et même à se renseigner un peu plus sur ce qu'était le jeu en lui-même et qu'est-ce qu'on pouvait faire de beau et pourquoi est-ce que c'était si complexe, entre guillemets, alors que les règles sont simples. Donc il y a ça. Et la deuxième question, c'était sur les streams. Alors, il y a eu beaucoup plus de streams, oui, parce que je pense que il y a eu aussi un engouement autour de Twitch, autour des vidéos. Enfin, comme les personnes se sont un peu plus lancées, on va dire, sur Internet, ils ont essayé de rajouter du contenu. Et je pense que justement, les streams d'échecs, c'est pas si compliqué que ça, dans le sens où tu as juste à allumer ton ordi, tu te connectes sur n'importe quel site, donc ça peut être chess.com, ça peut être Chess, ça peut être chess24, enfin, il y a beaucoup de sites pour jouer aux échecs. Et tu as juste à jouer, tu trouves ton adversaire, tu te filmes en même temps quand tu joues et tu commentes ce que tu joues. Donc, comme quand on fait ça, souvent, on aide aussi les autres joueurs ou les autres personnes qui souhaitent débuter. Il y a eu un peu plus de monde qui ont commencé à suivre les échecs, et notamment avec Blitzstream, donc Kevin Bordy. Lui, ça fait longtemps, ça fait au moins 10 ans qu'il est sur les échecs, mais maintenant, il cartonne, entre guillemets. Enfin, il y a plein de personnes qui suivent les échecs et qui ont appris les échecs et qui apprennent encore aujourd'hui les échecs à Kevin. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé depuis le jeu de la dame, c'est qu'il y a juste un peu plus de personnes qui se sont ouvertes à l'idée de partager leur savoir sur Internet. Mais il faut savoir, en fait, que ce savoir, il est partagé, mais dans des clubs d'échecs. Enfin, si on va dans un club d'échecs, il y a exactement, enfin, je dirais même plus de savoirs qui sont partagés, il y a plus d'expérience, il y a plus de connaissances, il y a plus de contacts. Mais c'est juste que comme il n'y avait plus cette notion-là enfin, il n'y avait plus ce choix de pouvoir être en présentiel, ils se sont aussi adaptés à la situation et se sont lancés en streaming. Moi, je trouve ça très bien. C'est surtout qu'il y a différents niveaux aussi. Donc, ça permet aux personnes de mieux se projeter, de mieux comprendre. Et c'est top. Moi, j'aime bien. Tu verrais faire ta propre chaîne Twitch ou c'est pas un truc que tu as en tête? Alors, non, c'est pas un truc que j'ai en tête parce que... Enfin, en fait, déjà, ça prend du temps, les streams. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait vous-même ou pas, mais donc là, je le fais avec Chess24. En soi, c'est assez simple, on va dire. Donc, je le fais avec quelqu'un. Donc, il m'envoie le lien Zoom, je me connecte, hop, j'ai rien à faire et je parle, je fais mon show ou mes commentaires et ensuite, je quitte le lien Zoom et puis c'est tout. Alors que quand tu dois t'occuper de toute la gestion des streams et tout, ça demande du boulot. Et là, comme je dis tout à l'heure, ça me prend au moins 6 heures par semaine. Ça dépend des semaines, mais la moins chargée, c'est 3h30, 4 heures, quoi. Donc, si je dois rajouter en plus autant d'horaires, je pourrais pas. Enfin, ce serait beaucoup de boulot et en soi, comme j'ai encore mes études, je me plais en fait à Chess24. C'est une team très sympa et en plus, comme je suis jeune et qu'ils ont beaucoup d'expérience, j'apprends beaucoup. Donc, pour l'instant, ça m'a pas fleuré l'esprit. Ok.
Et du coup, on l'a dit, du coup, le Covid, ça a fait qu'il y a plein de gens qui sont, enfin indirectement, qui se sont mis à jouer aux échecs ou à suivre les échecs en ligne. Ça a aussi pas mal forcé les tournois d'échecs à se dématérialiser pour pas avoir une année blanche en termes de tournois par exemple. Mais Mm. du coup, ces tournois en ligne, c'est aussi l'occasion de tricher. Il y a eu pas mal de scandales de joueurs assistés par ordinateur lors de Mm. confrontations en ligne. Euh, Est-ce que c'est des problématiques auxquelles tu as déjà été confronté, toi, dans ta vie, d'échecs, de joueuse d'échecs, au niveau, enfin, dans la vraie vie ou même joueuse en ligne? Et puis, est-ce que tu penses que ça peut représenter une menace pour la suite de l'intégrité de la scène professionnelle, par exemple? Alors, en fait, je pense il y a une distinction à faire sur les compétitions, par exemple à haut niveau, comme là, ce que fait le top mondial. Il faut savoir qu'il y a des arbitres, qu'il y a des caméras, que tu es encadré, donc la notion de triche est un peu colossale, dans le sens tu peux facilement te faire choper si tu triches. Donc, tu n'as aucun intérêt, en tout cas quand tu es au top mondial, de tricher. Donc, ils ne prennent pas de risque, donc il n'y a pas de triche à très très haut niveau. Après, par exemple, j'ai fait une championne d'Europe par équipe en ligne des clubs en décembre. Il y a eu quelques parties un peu douteuses où des joueuses ont été soupçonnées de triche. Mais une fois de plus, c'est ça un peu le problème d'Internet, c'est que tu peux accuser une personne, mais il faut des preuves. Et des preuves, des fois, tu les as pas toujours. Tu as ton intuition, tu as ton instinct, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et là, par exemple, il y a eu une polémique. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a Anand qui a fait une simultanée avec c'était pour une simultanée caritative. Et en fait, il a joué donc contre un milliardaire. Et il a joué parfaitement comme l'ordinateur de A à Z. Donc, c'est-à-dire que les premiers coups, c'était KLF 3 ou 5. Alors que KLF 3 ou 5, enfin, personne ne joue ça quand t'es... Enfin, si, ok, tu peux jouer KLF 3 ou 5 ou ensuite doter beaucoup de pièces ou autre. Mais quand tu joues une partie aussi parfaite, mieux que l'ordinateur et que tu bats un champion du monde et qu'il y a un joueur aussi exceptionnel qu'Anand, forcément, on va t'accuser de triche. Enfin, c'est comme si, enfin, non, ça se voit, c'est cramé, c'est pas discret, c'est nul, quoi. D'accord. Et c'était en ligne, du coup, ça. Et c'était en ligne. Mais après, par exemple, sur Chess24, je sais des fois qu'il y a des abonnés qui regardent, bon, évidemment, ils vont pas regarder toute la partie, mais je sais qu'au début, du moins, ils ont un ordi à côté, enfin, on le sait, en fait, en tant que joueur, on est humain, et c'est très très rare de faire une partie parfaite du début jusqu'à la fin, surtout quand t'es pas censé être aussi bon, entre guillemets. C'est-à-dire que même au top niveau, ils font de légères erreurs ou des imprécisions dans certaines de leurs parties. Donc quand un 1400 ou quand un 1300 te joue tous les bons coups, il te sort une tactique, mais juste magnifique, bon, ok, évidemment, tu vas rien dire de spécial parce qu'en soi, toi, tu le sais, mais c'est juste nul, en fait, de tricher. Tu gagnes rien. Et ça... Non, enfin, c'est nul. Et- mais il y a eu aussi quelques polémiques dans la vraie vie, hein, sur l'échiquier, des notions de triche. Donc, par exemple, quand on était plus jeune, ce qui se passait, c'est que quand on faisait les championnats du monde, surtout, il y a les filles qui avaient le droit de jouer voilées. Et certaines étaient accusées de temps en temps d'avoir une oreillette dans leur voile ou, par exemple, quand tu vas trop souvent aux toilettes, tu peux être accusé d'avoir, par exemple, laissé un téléphone, avoir laissé un appareil électronique ou autre. Mais au fur et à mesure des années, en fait, il y a de moins en moins de triche, je pense, parce qu'il y a beaucoup plus de vérification, il y a beaucoup plus de contrôle. Et puis la réputation, en fait, du joueur va très vite parce que le monde des échecs est très petit et plus tu es à haut niveau, plus les potins, entre guillemets, enfin, quand je dis potins, commérage, tout, en fait, tout, tout va très vite, donc tout se sait. Donc, les gens qui sont soupçonnés de triche sont connus et forcément, tous les joueurs sont très méfiants.
et les arbitres aussi. Enfin, après, de là te dire que la triche est une menace, je pense que ça l'est dans ton sport, comme le dopage. De là à devenir parano, je pense pas que ce soit une bonne idée, parce que faut aussi, entre guillemets, laisser la libre conscience à chaque personne. Enfin, moi, je sais très bien que je n'aurais pas besoin d'être encadrée pour ne pas tricher, parce que ça ne me viendrait jamais à l'idée de le faire. Mais après, évidemment, il y en a qui jouent un peu avec le feu. Donc, s'ils voient qu'ils ont la possibilité de tricher, ils le font. Mais c'est fortement déconseillé et franchement, vous n'allez rien y gagner. Donc, enlevez ça de votre tête, quoi. Et surtout, si vous jouez sur Internet, ça vaut pas le coup parce que, encore une fois, on est sur Internet, donc ça vaut vraiment pas la peine, quoi. Autant travailler et être fier de vous pour ce que vous avez vraiment produit que faire quelque chose dont c'est même pas vous qui êtes l'auteur. Pour reprendre très brièvement ce que tu disais, en fait, en gros, dans les échecs, on sent bien qu'avec l'essor des ordinateurs, ça va devenir de plus en plus facile de tricher si on en a envie, parce que l'ordinateur, il est mieux que nous, et maintenant, je sais pas, tu le mets dans ta montre, dans ta bague, mais quoi, personne ne fait partie parfaite humainement, et en fait, ça se voit, et même si on ne peut pas le prouver, ça finit bien par se savoir, et donc... en tout cas, donc, ce qui est dire de ta conviction, c'est que les échecs, on n'est pas vraiment menacé par ça, au sens où personne n'a vraiment intérêt à tricher parce que ça va finir par se savoir assez vite dans tous les cas. Totalement, mais c'est surtout que, en plus, quand on triche comme ça se sait. Donc, il n'y a absolument aucun intérêt, quoi. Et donc là, on va revenir sur l'aspect des échecs un peu en tant que sport. Alors, d'abord une question. Pour toi, est-ce que tu considères les échecs comme un sport ou pas et pour quelles raisons? Alors déjà, en soi, les échecs, c'est un sport. On est dans la liste des sports. Donc, normalement, en soi, je ne serais même pas obligée de me justifier. Mais je peux donner des détails du pourquoi est-ce qu'on... Moi, je trouve ça normal quand c'est un sport. C'est que déjà, il y a cette notion de compétition. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a différentes compétitions. Donc, ça peut être des compétitions plus simples, entre guillemets. Donc, c'est tout ce qui est national ou autre. Mais il y a les compétitions internationales aussi qui sont très intéressantes et qui amènent énormément de choses humainement parlant et dans la compétition donc sportive. Un tournoi d'échecs, donc, ça dépend de la compétition, mais souvent c'est soit donc 9 rondes, 9 parties. Donc souvent ça se fait en une ronde par jour, ou sinon on a une journée de repos et un jour on aura une double ronde. Ou il y a des compétitions qui sont encore plus longues, donc ça peut être 12 jours. Donc ça c'est l'exemple du championnat du monde où là on va devoir jouer 11 parties. Et il y a encore d'autres types de compétitions où, mais là par exemple, ça va commencer dans 2 semaines, le Grand Prix, où là c'est le championnat du monde rapide, où là c'est quasiment sur 2 mois si tu veux gagner le tournoi, quoi. Donc il y a un tournoi qui comporte plusieurs parties, et une partie c'est à peu près 3-4 heures en général. Ça peut être beaucoup plus rapide si vous faites une bêtise ou si vous gagnez très facilement ou si vous faites une nulle rapidement. Mais ça peut être aussi très très long. Donc ça peut être une partie de 6 heures, de 7 heures. Et croyez-moi, quand on fait une partie de 6 heures, 7 heures, physiquement, on est fatigué parce qu'en fait, sur le moment, on n'a pas cette notion de fatigue ou d'intensité, d'effort physique qu'on a fait. Mais il y a l'après-partie qui est assez important à bien gérer parce que justement, ça peut être très pénalisant de ne pas se remettre de sa partie ou de cette fatigue qu'on a accumulée lors de cette partie pour le lendemain. Parce que, ok, donc le premier jour, ça peut être ok, j'ai joué 6-7 heures, tout va bien.
Le lendemain, je sens un peu de fatigue, mais bon, ça va, je tiens le rythme. Donc, deuxième jour, je fais une bonne partie aussi, 2-3 heures. Mais sauf qu'en fait, il faut faire ça sur toute la durée du tournoi. Et il y a d'autres critères qu'il faut prendre en compte, notamment la préparation de la partie. Parce que quand on joue une partie, on est souvent préparé. Enfin, si on veut avoir plus de chances de la gagner, il faut être préparé. Donc, quand je dis préparé, c'est peut-être un peu difficile pour vous imaginer, mais on a des bases de données, en fait. Donc, souvent, ça s'appelle Chessbase. Mais bon, on peut le trouver aussi sur Internet sous différents formats. Et on a accès à toutes les parties du joueur, donc de l'adversaire qu'on va avoir, donc le jour même, du lendemain ou du surlendemain, ça dépend de si on connaît nos adversaires à l'avance ou pas. Et on va se préparer donc en fonction de ce qu'ils jouent. On va anticiper ce qui va nous jouer parce que des fois, les joueurs n'ont pas tout le temps la même ouverture. Donc, ils ont plusieurs ouvertures, donc plusieurs possibilités de choix pour lui, mais non pour nous, ça nous demande 2 fois plus de travail parce que c'est toujours plus agréable et on a plus de chances de gagner encore une fois une partie quand on sait dans quelle position on va être amené parce qu'on la comprendra beaucoup plus, on aura moins d'efforts de calcul, moins d'efforts de compréhension de la position et donc ce sera plus fluide en fait quand on joue. Donc il y a la notion de préparation comme ça, mais il y a aussi une préparation mentale qui est tout aussi difficile, je pense, parce que souvent on a des bêtes noires, souvent on a peur, souvent quand on joue une personne un peu plus forte sur le papier, on appréhende différemment la partie parce que on a... Enfin, après, évidemment, là, ce que je dis, c'est propre à chaque personne parce que des fois, il y a des personnes qui vont être un peu tétanisées quand ils vont jouer une plus forte personne sur le papier, ou des fois, c'est bien tout le contraire. La personne est extrêmement contente, donc elle va donner son maximum, et des fois, c'est juste, tu fais pas attention, tu savais pas qu'elle était plus forte, donc tu la prends pour un jambon, quoi. Donc, il y a différents critères de préparation d'avant-partie qui prennent du temps, en fait. Donc, tout ça, sur une longue durée, ça demande beaucoup de conditions physiques parce qu'il faut juste tenir, en fait, si tu veux être performant et si tu veux bien réussir. Après, c'est comme tout, hein, ça dépend de tes objectifs. Si tu as juste envie d'y aller, entre guillemets, en touriste ou juste profiter ou te dire « Ah, mais moi, j'ai la chance de participer à ce tournoi et peu importe le résultat que je fais, tu seras content. » Donc là, dans ce cas, oui, ça peut ne pas être un sport. Ça peut juste être un petit loisir, un petit truc comme ça qu'on fait de temps en temps. Donc, c'est comme tout. Il y a des compétitions, je pense, qui sont plus adéquates pour le prendre plus en plaisir, sans cet aspect compétition, sans cet aspect cruel des tournois et des parties. Mais à haut niveau, en tout cas, je trouve ça légitime d'appeler ça un sport parce que ça demande énormément de travail. Bah, merci, je suis assez d'accord avec vous. Et j'essaye d'expliquer aux gens que les échecs, c'est un sport. Mais en réalité, comme tu l'as dit, ça dépend de l'investissement que tu veux y mettre aussi. Mais si Oui. tu veux le faire à fond, il y a de quoi t'épuiser sans souci. Et Et attends, mais en plus, en fait, ce qui est assez dur aussi pour les personnes qui jouent, par exemple, que sur Internet, c'est que, peut-être c'est votre cas, je ne sais pas, mais tant que vous n'avez pas vécu un tournoi d'échecs en présentiel, et quand je dis tournoi d'échecs, ça peut juste être, par exemple, un tournoi de blitz, donc sur une journée, vous comprendrez beaucoup plus facilement l'exigence et la concentration que ça demande. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que même vous direz « Ah mais oui, les échecs, c'est un sport, je comprends. » oui, et du coup, pour embrayer très vite, parce qu'on va Ouais, bientôt passer à la partie questions du public, pas de souci. par rapport à donc d'autres sports comme le foot, par exemple, parce que c'est un des sports les plus regardés, est-ce que on vit des échecs ou qu'une certaine minorité, quoi? Est-ce que c'est facile de vivre des échecs ou pas? Après, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce que tu appelles vivre? Enfin, ça dépend quel est ton budget. Enfin,
Entre vous et moi, je pense que un certain salaire ne vous conviendrait pas toute une vie. Donc là, ma réponse serait non pour un joueur qui n'est pas dans le top mondial. Mais après, c'est comme tout, ça dépend de quelle vie tu souhaites avoir. Mais en tout cas, personnellement, si je ne fais pas partie du top mondial, non, ça ne me suffirait pas. Parce qu'on gagne du coup de l'argent en gagnant des tournois, c'est ça? Il n'y a pas de système de sponsor, tout ça, enfin, c'est pas trop, ça n'existe pas trop. Si. Alors si ça existe, mais justement que... en fait, tu gagnes très bien ta vie, enfin très bien, encore, tu gagnes bien ta vie quand tu fais partie du top 20 mondial, top 15 mondial, parce que justement, en fait, tu es intégré dans les tournois que je commente, Meltwater Champion Chess Tour, où là, ça peut être comme le Paris Grand Chess Tour, parce que tu es invité, et le fait d'être invité, dans tous les cas, tu gagnes des prix. Donc, le prix minimum, je crois que là, le dernier, il avait gagné 10 000 $, un truc comme ça. Donc, en fait, quand tu fais partie de l'élite, enfin, des meilleurs joueurs du monde, tu gagnes bien ta vie. Tu n'as aucune question à te poser. Mais par contre, quand tu es dans cette branche en dessous de 50, du top 50 joueurs mondial, ou même du top 10 français, c'est dur. Enfin, c'est dur. Tu gagnes ta vie après en gagnant des tournois si tu y arrives, parce qu'évidemment, c'est pas si facile que ça de gagner un tournoi. Et quand tu joues, tu es payé aussi. Enfin, là, par exemple, dans le top 12, la compétition que je vais faire la semaine prochaine, tous les joueurs sont payés pour jouer. Mais en soi, c'est normal parce que le niveau est très exigeant et c'est une très forte compétition. Mais il y en a que... Enfin, il y a les compétitions... C'est des compétitions de club par équipe. Et là, c'est le club qui te paye. Il y a les sponsors, mais ça, c'est propre à chaque club. Et ça dépend aussi de quel club, enfin, dans quel club tu fais partie. Donc, évidemment, plus tu es dans un bon club, plus tu vas être mieux payé. Enfin, c'est un peu... Enfin, c'est pas comme au foot, parce qu'au foot, ils sont quand même généralement tous assez bien payés. Mais il y a quand même des écarts dans certains clubs. Ouais, du coup, merci Léa pour cette première partie un peu C'est top. interview. Et maintenant, en gros, on va passer aux questions du chat. Donc, les gens dans le chat, n'hésitez pas à demander tout ce que vous voulez. Et on va relayer. On peut même les poser à voix haute, en fait, je pense qu'ils Ouais. sont dans une capable. Du Oui. coup, la première question, c'est celle de Adrien Goux. Donc, si Goux, tu veux prendre la parole pour poser ta question, n'hésite pas. Sinon, on peut la faire à ta place. C'est la question des dames, c'est? Non, c'est quoi? Non, celle-là, elle était... C'est vrai, il a enlevé son micro, c'est bon. Sinon, on l'a fait à sa place. Goux, tu peux y aller, mais on t'entend pas trop là. Non. Ah, c'est bon, ok. Ouais, vas-y. Super, excusez-moi, j'ai pris le micro. Ah ouais, j'avais deux premières questions, mais c'était pas sérieux, c'était sur les dames et la couleur des pitons, donc ça, on va sauter. Et l'autre, c'était sur le fonctionnement des tournois, on a un peu vu, mais je suis pas sûr d'avoir extrêmement bien compris. Donc il y a le classement Elo d'une part, où avec les matchs que tu joues en fonction des gens au-dessus, en jouant en dessous, tu vas te faire des points qui vont faire grimper ton classement. Et à côté de ça, les tournois organisés, ce sont des matchs officiels qui vont faire grimper le classement Elo, c'est ça? Alors en fait, justement, tu as tout ce qui est tournoi homologué, ça va prendre en compte cette notion d'Elo qu'on a évoqué tout à l'heure. Et les tournois homologués, donc les appareillements, c'est ça. Hein. Si j'ai bien compris ta question, tu me rediras si je me trompe. Et si il faut que je réponde à la question. En gros, tu commences par un classement fictif avec justement ton classement Elo. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis 2150. Si le meilleur classement, c'est 2350 et qu'ensuite, il y a des joueurs à 2200, 2200, enfin, bref, ça va être ordre croissant, donc du plus grand, enfin décroissant du coup, du plus grand ou plus petit. Et ce qui va se faire, c'est que pour la première ronde. Ensuite, tout va se jouer avec les points que tu gagnes. Donc, souvent, le haut de tableau, il gagne assez facilement le bas de tableau. Donc,
imaginons que tu as 20 joueurs, donc les 10 joueurs jouent les 10 derniers, ainsi de suite. Et il y a 3 résultats possibles. Donc, soit tu gagnes, soit tu fais nul, soit tu perds. Quand tu gagnes, donc tu restes en haut du classement. Et ceux qui perdent, ils sont en bas. Et à chaque fois, c'est pareil, tu coupes en deux, tu remontes, tu coupes en deux. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, tu as un écart qui se creuse et tu vas finir par jouer des personnes qui ont un peu moins de points que toi. Ou des fois, tu peux être un peu le ballon montant. Donc, tu vas devoir jouer une personne qui a le moins de points. Enfin, imaginons, par exemple, moi, j'ai 4 et une personne a 4,5, mais qu'il y a un nombre impair, donc la personne ne pourrait, entre guillemets, pas jouer une personne à 4,5. Même moi qui ai 4, mais qui a un très bon élo, je vais faire ballon flottant, donc je vais devoir jouer contre lui. Mais en soi, c'est à la fin du tournoi où tu as tes performances qui rentrent en jeu. Donc ça dépend. Logiquement, plus tu as de points et mieux tu es classé, plus tu as de chances d'avoir gagné des points Elo. Et à la fin du tournoi, donc tu as ton classement. Enfin non, c'est pas à la fin du tournoi, c'est à la fin de chaque mois. Tu as ton classement feed qui sort. Voilà, je crois que... Ok, Je sais pas si c'était d'accord. clair, parce qu'en soi, c'est un peu complexe à Oui, expliquer. c'est très complexe. Enfin, en fait, c'est Mais, beaucoup d'informations mais du coup, contractées. spécifiquement, sur par exemple, tu disais, tu as été championne d'Europe. Tu es championne d'Europe. Et L'Union ça, européenne. oui. Et ça, Ouais. c'était lors d'un tournoi Union européenne. Donc, ça n'a rien à voir avec le classement Elo. C'est pas que tu es la première au classement Elo de toute l'Europe. Alors, L'Union non, européenne. ouais, non, c'est ça en fait. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'être championne de France en étant favorite du tournoi parce que j'avais le meilleur classement Elo. Mais ça n'a, enfin, c'est totalement détaché. C'est D'accord. pas parce que je suis favorite, entre guillemets, lors de la ronde 1 que je vais être favorite et gagner le tournoi au final. Mais évidemment, logiquement, quand tu es favori, tu as plus de chances de gagner. Ouais, ok, d'accord, je comprends mieux. Mais le Merci classement beaucoup. Elo, non, c'est plus un aperçu du niveau que tu as. Ouais, d'accord. Je dis complètement, hein, Amélie. Hein, si Oui, tu... c'est ça. Bah, typiquement, si tu veux, là, le champion du monde, c'est aussi lui qui a le meilleur Elo. Mais ça pourrait être quelqu'un d'autre qui est champion du monde parce qu'il a gagné le championnat du monde. Mais bon, bah, c'est souvent corrélé. En général, si tu as le meilleur Elo du monde entier, c'est aussi parce que tu es le meilleur, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. L'Elo, des fois, justement, n'est pas toujours représentatif suivant les pays. Et pour avoir une idée, Amélie, t'es classée combien en Elo? Là, je suis 2000 en gros. Ah ouais, c'est ok, c'est super. Ok. Ensuite, on avait une question, enfin, deux petites questions de Flore Falcon, si elle veut les poser, même si tu as déjà un peu répondu à la première question, j'ai l'impression. Ouais, salut. Merci pour ton intervention. Et du coup, ma première question, c'est comment sont choisis les adversaires pendant les tournois, mais du coup, tu as plus ou moins déjà répondu. Et sinon, Ouais, ma en fait, deuxième c'est pas question, toi qui choisis. oui, C'est imposé. Ah non, ok. sinon... si, en fait, ah oui, aussi, il y avait une question, justement, bon, tu rigolais, Adrien, tu avais dit, tu préfères jouer avec les blancs ou les noirs? Je choisis pas. C'est imposé aussi lors du tournoi, en fait. Ça dépend, souvent, c'est un tirage au sort, donc tout se détermine sur le premier échiquier. Donc, la première personne va avoir les blancs, donc tous les impairs vont avoir les blancs. Et tous les pairs vont avoir les noirs. Donc, c'est pas moi qui choisis, c'est l'arbitre. Merci. Et sinon, j'avais une deuxième question un peu bête, mais pour ton activité sur Chess24, est-ce que tu es payé ou est-ce que c'est bénévole? Ah non, je suis payée. Ok. Ah oui, oui, je suis payée. Attends. Enfin, en soi, moi, je pars du principe que tout travail mérite salaire. Hein. C'est du travail ce que je fais. Donc, même si... Enfin, en soi, par exemple, ceux qui streament à leur compte, s'ils ont des vues, ils sont quand même payés. Ou Ouais. sinon, il faut un fonctionnement d'abonnement ou autre. Donc, tu fais... Enfin, rien n'est gratuit, entre guillemets. Même si tu peux le voir gratuitement, ça reste pas gratuit. Ok. Merci. Non, avec plaisir. Non, non, mais t'as raison de la poser. Hein, bon, après, évidemment, je peux pas te dire combien je suis payée, mais Oui, non, mais c'était pas le but. oui, je vais.
Ok. Flore, si tu as d'autres questions, en vrai, n'hésite pas tant que tu as la parole. Ou sinon, on va reprendre. Il y a encore une autre question de Gooks. Décidément. Ouais, vas-y. Du coup, c'est ta question sur raisonner en termes d'échec. Ouais, Tu vas se la c'est poser. ça. Je sais pas si c'est un cliché ou pas, mais on a l'impression que être joueur d'échecs, c'est raisonner d'une manière très mathématique, avec des stratégies, avoir beaucoup de coups d'avance. Est-ce que ça s'applique dans la vie de tous les jours sur des choses hors échec et qui ne ressemblent pas forcément aux échecs? Donc, par exemple, en relation sociale, est-ce que tu vas calculer des coups d'avance quand tu parles avec quelqu'un? Je suis pas parano à ce point, hein, mais, mais non, en fait, je pense que il y a une notion de raisonnement qui joue énormément parce que, ok, enfin, je sais pas si tout le monde se rend compte, mais les coups d'avance, entre guillemets, qu'on a et qu'on calcule, c'est parce que généralement, on n'a que une ou deux possibilités de l'adversaire. On n'en a pas 15, on n'en a pas 30. Enfin, si, on peut en avoir autant des fois. Mais quand c'est du calcul pur, concret, on calcule généralement les meilleurs coups. Enfin, du moins, on essaie de calculer les meilleurs coups. Donc, c'est vite un entonnoir. Donc, je peux calculer des coups à l'avance, mais si c'est que des coups forcés, je peux aller jusqu'à 8-10 ou un peu plus, ça dépend des positions. Ou quand tu connais par cœur, tu peux facilement répéter. Et ça, c'est pas une demande d'anticipation. Mais pour la vie de tous les jours, entre guillemets, je pense que par exemple, on fait souvent un lien avec le maths, mais en soi, c'est pas vraiment un lien direct, c'est plus on a cette notion de prendre le temps de voir quel est notre objectif concret et de savoir dans quel raisonnement, enfin, quel pourrait être le meilleur raisonnement pour y aller. Dans le sens où, justement, comme ce que je l'évoquais tout à l'heure, dans une combinaison, tu vas essayer de calculer la meilleure des alternatives, mais que ce soit de ton côté, mais aussi du côté de l'adversaire. Donc, en maths, tu dois faire une démonstration. Des fois, tu as plusieurs techniques pour la faire. Mais tu en as qui sont plus conseillées d'autres parce que tu vas avoir moins de chances d'erreur. Ou sinon, c'est juste beaucoup plus fluide et tu comprends beaucoup plus facilement ce que tu es en train de faire. Donc, je dirais coup d'avance dans la vie de tous les jours. Tu réfléchis peut-être un peu plus dans le sens où tu te poses plus de questions et tu essaies de comprendre ce que l'autre te dit et où est-ce qu'il veut en venir. Donc, tu comprends un peu plus vite son besoin ou autre. Mais après, non, je dirais vraiment, ça dépend aussi de l'intérêt que toi tu portes aux autres, à l'attention de différents sujets et aux différents thèmes qui t'intéressent dans la vie. Hein. Sinon, il y a plein de genres d'échecs, par exemple, qui n'aiment pas du tout les maths et qui ne sont pas matheux. Et ça, c'est comme tout. Enfin, je ne vais pas te forcer à être artistique alors que tu ne l'es pas. Enfin, je sais pas. Ouais, je vois. Je sais pas si Amélie, tu veux me compléter, mais... Je compléterai juste sur un truc en plus. Personnellement, je pense pas que tu raisonnes dans la vie comme aux échecs, mais juste des fois, moi, ce qui m'arrive, c'est que aux échecs, on a des thèmes tactiques qui vont être récurrents. Par exemple, on va appeler une fourchette, c'est le fait d'attaquer deux pièces en même temps. Et du coup, dans la vie, des fois, si je vais voir quelque chose où il y a, je sais pas, deux choses à attaquer en même temps, dans ma tête, je vais dire, ah tiens, c'est une fourchette. Mais c'est tout, c'est plus comme, genre, je sais pas, si tu adores le foot, des fois, tu vas dire, oh tiens, il est hors jeu ou j'en sais rien. Ouais. Mais sinon, ça change pas trop ta vie de tous les jours. Mais toi, ça t'arrive donc des déclics en disant, tiens, c'est comme aux échecs, cette situation, quoi. Ouais. Oui, mais après, je pense que les échecs, ça reste quand même assez visuel aussi. On a beaucoup de schémas, comme l'a dit Amélie. Donc, en fait, plus tu joues, plus tu les connais. Et après, plus tu es habitué à les voir. C'est pour ça Mhm. que c'est mieux, entre guillemets, de commencer les échecs quand tu es jeune. Parce que quand tu es jeune, tu vas apprendre beaucoup plus facilement et retenir, en fait, beaucoup plus facilement tous les différents thèmes, toutes les différentes positions qui sont très importantes. Parce que, bon, je pense que si vous êtes intéressé par les échecs, vous avez dû quand même regarder quelques parties de référence, que ce soit championnat du monde, les matchs Pasky-Fischer ou Karpov-Kasparov.
des petites parties comme ça très connues, ou sinon des thèmes tactiques de position juste exceptionnels. Et ça, en fait, en soi, quand tu l'as déjà vu, c'est beaucoup plus facile de reproduire quelque chose d'un peu plus similaire. Bon, évidemment, c'est quasiment impossible que ce soit la même position, mais après, il y a des thèmes, et justement, ces thèmes classiques, on les connaît, et du moins, on est censé les connaître. Et pour la plupart du temps, quand même, on les connaît, mais c'est ça qui revient régulièrement, et c'est là où il y a cette notion d'anticipation. C'est que, par exemple, il y a des parties où je sais très bien où est-ce que je vais être dans 10 coups, ou même quelle position je vais obtenir et quel thème tactique je vais placer. Mais ça dépend. Ça dépend des parties. Et dans la vie de tous les jours, c'est un peu plus compliqué quand même. Ouais, ok. Et pour rebondir Ça là-dessus, il y avait me... une... Vas-y, Oui. Hugo. Oui, non, ça me fait penser rapidement à une petite question, pas obligé de répondre complètement parce que c'est un vaste sujet, mais vous entendez parler tout à l'heure de techniques, soit siciliennes ou autre chose. Bon, je ne suis pas un expert du tout, hein. Ok. Mais ça me fait penser donc, à plein de stratégies qui doivent être applicables. Et je me dis, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui qui avale énormément de données et de parties, est-ce que ça arrive plus fréquemment en ce moment que de nouvelles stratégies euh, soient générées par intelligence artificielle, des nouvelles tactiques un peu impressionnantes qu'on Non. n'aurait pas pu penser, non? En fait, même si l'ordinateur est... En fait, l'ordinateur est très bon, mais l'ordinateur calcule en profondeur. Il va calculer au moins 30 coups, 40 coups, 50 coups. Donc, ça dépend. Après, Lila est un peu plus humaine que Stockfish ou Dini, mais en soi, pour l'ordinateur, c'est pour ça qu'on ne pourra jamais vraiment le comparer au niveau humain. C'est que nous, on prend en compte l'aspect, est-ce que je me sens bien ou pas dans cette position? C'est-à-dire que des fois, tu vas avoir des positions où l'ordinateur, il va te mettre égal ou peut-être léger avantage noir, alors que la position est extrêmement dure à jouer pour les blancs. Et ça, en fait, c'est l'aspect humain qui va te dire, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de jouer? Je comprends pas, j'ai l'air totalement perdant, mes coups ils sont horribles, je joue sur 2 rangées, pourquoi c'est égal? Donc l'intelligence artificielle ne pourra, je pense, pas remplacer l'humain, enfin le jeu en tout cas de l'échiquier humain, mais évidemment elle pourra, c'est ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs, elle peut aider les joueurs à être plus performants dans leurs calculs et à voir plus loin dans leur réflexion. Et aussi avoir la réponse directe, est-ce que ce que je calcule, c'est bon ou c'est mauvais? Ok, d'accord, Voilà. merci beaucoup. Pour Après, je ne suis rebondir pas une là- experte, hein, mais je pense que sur Internet, tu peux trouver facilement la différence entre les différents logiciels. Et puis Ouais. même, ils font des compétitions entre eux. Non, c'est vrai. Ouais. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait un peu Adrien, il y avait Julien qui posait dans le chat rapidement, est-ce que c'est... Donc ça t'a peut-être pas aidé dans la vie de tous les jours, les échecs, mais est-ce que ça t'aide dans les études, ou dans la prépa, le raisonnement, par exemple, mathématique ou logique? Oui, Ouais. bon, en fait, c'est surtout aussi la concentration. Hein. La concentration, la patience, cette notion de ne pas arrêter quand ça n'arrive pas, quoi. Mais non, non, ça aide. Mais surtout sur la concentration, parce que quand tu as... en fait, en prépa, tu enchaînes quand même beaucoup de matières, tu apprends beaucoup de choses, tu as beaucoup de choses à gérer, et tu es vite, entre guillemets, noyé. Et je pense que ce qui m'a apporté les échecs, c'est plus de la patience, prendre un peu de recul aussi dans certains cas. Et je vais pas dire pas avoir peur, mais l'aborder d'une façon un peu moins stressée, quoi. Parce que je pense que les concours, ça reste quand même une belle compétition. Donc, Ouais. Oui, je vais me permettre de rebondir sur ce que tu dis, je suis complètement d'accord. Après avoir déjà fait des championnats de France d'échecs où tu te mets la pression parce que tu veux gagner et tout, quand tu fais les concours, bien sûr, ça reste dur, mais tu sais déjà comment aborder psychologiquement la chose parce qu'en fait, tu sais ce que c'est une compétition et ça aide énormément. Et oui, aussi, une épreuve de 4
heures, bon, tu as déjà joué une partie pendant 4 heures, tu peux Mm. rester concentré. Totalement d'accord. Et donc, on va passer à une nouvelle question du chat. Du coup, c'est la question de Max. Donc, Max, si tu veux la poser, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. C'est oui, une question, Mélanie, là, du lien entre les échecs et les enjeux politiques, parce que j'ai entendu hier, il y avait Kasparov sur France Inter qui se réjouissait Ouais. du fait que les échecs étaient médiatisés de plus en plus pour d'autres raisons que les enjeux politiques qu'il y avait, notamment avec la guerre froide. Euh, mais il me semblait là, que récemment, il y avait eu l'histoire de la championne du monde en titre qui refuse de se rendre en Arabie Saoudite et qui risque des sanctions dans ses classements et ses titres, je crois. Elle perd Est-ce ses deux que... titres, ouais. Elle perd oui, son c'est ça qui titre de reste championne du monde et le titre. partie lente et rapide, ouais. Et voilà. Est-ce que donc là, ça ramène un peu les questions politiques au centre du jeu. Est-ce que vous pensez que les échecs sont intrinsèquement liés aux questions politiques ou qu'un jour ce sport pourrait être suivi juste pour ses caractéristiques propres? En fait, je dirais que les échecs sont quand même suivis au moins en 7/8e pour les caractéristiques propres du jeu d'échecs. Mais après, c'est comme dans tout sport, tu es obligé de prendre en compte la nationalité de chaque joueur. Chaque pays a sa culture, donc un joueur russe n'a pas la même culture qu'un joueur français, ni même qu'un joueur indien. Donc, par exemple, quand j'ai parlé du jeu pur, en Russie, les échecs, c'est appris depuis tout petit, tu as des écoles où tu joues aux échecs tous les jours, où c'est un sport à part entière et toute la Russie, entre guillemets, soutient et souhaite maintenir leur niveau et leur réputation aux échecs. Après, là, le cas justement que tu as évoqué, c'était... c'est un peu particulier parce que le pays d'accueil, c'était en Arabie Saoudite justement, et les conditions de jeu, en fait, c'était toutes les joueuses sont obligées de porter le voile, d'être accompagnées par des hommes. Enfin, quand je dis hommes, c'est des gardes du corps. Tu peux pas être totalement en sécurité. C'était plus... c'était un conflit, entre guillemets, politique, oui et non, parce que elle a juste pas accepté les conditions, elle avait juste pas envie d'accepter les traditions de l'Arabie Saoudite. Ce qui, en soi, est compréhensible, et c'est pour ça que elle a le droit de dire non, et en fait, elle n'est pas vraiment sanctionnée, c'est juste elle qui s'auto-sanctionne parce qu'elle n'a pas envie de jouer sous ces conditions. Moi, c'est comme, par exemple, les joueurs du top mondial, ils ont des tenues vestimentaires obligatoires. Ils sont obligés d'être en costume, ils sont obligés d'avoir une chemise de leur sponsor. Enfin, ça dépend des contrats qu'ils signent, mais ça reste, entre guillemets, pour moi, de ce point de vue-là, en tout cas de l'exemple que tu as pris, c'est pas forcément un enjeu politique, mais plus les conditions et les règles du tournoi imposées par le pays, parce que en fait, c'est le pays d'accueil qui impose les règles, et après, libre à toi de les accepter ou de les refuser, et dans ce cas, elle les a juste refusées. Après, je crois que ça n'a pas été la seule, mais c'est le pays qui accueille qui décide aussi. C'est lui qui met les sous, c'est lui qui met autant de sponsors, c'est lui qui met autant d'argent. Donc, après, moi, je trouve ça un peu délicat quand même, les conditions qui ont été demandées, mais je sais pas. Ça reste complexe comme sujet. Bien sûr. Et après, en soi, pour rebondir un peu sur la médiatisation des échecs, et justement, j'ai vu Kasparov il y a 3 jours, et il avait évoqué, donc oui, cette notion d'échec qui plaît
plus pour le jeu pur et qui n'est un peu moins mis en avant pour les conflits politiques. Mais ça reste quand même une histoire des échecs, le conflit politique. Enfin, peut-être que sans ces conflits, on n'aurait pas eu autant d'engouement autour des matchs Karpov-Kasparov. Pareil pour pendant la guerre froide avec Spassky-Fischer. Enfin, certes, c'est une tension politique, mais c'est un peu dans tous les sports. Enfin, en équipe de France, là, on est au foot, on est champion du monde, mais c'est... Enfin, il y a des petits conflits avec l'Allemagne, il y a des petits conflits avec plein de pays en même temps, parce que justement, on est bon dans ce sport et Enfin, justement, ça reste un sport, donc tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier, ce ne sera pas possible. Tu mets tout le monde dans le même panier quand ils jouent, donc tu compares ce qu'ils produisent, donc les parties qu'ils font, les ouvertures qu'ils font, les différentes nouveautés qu'ils font, mais après, évidemment, tu joues avec une nationalité, donc à toi de représenter les couleurs tricolores ou dans notre pays. Et ça, c'est normal, je trouve, en fait. Donc, je sais pas. D'accord, merci beaucoup. C'est super intéressant, merci. Mais Amélie, complètement. Hein, En vrai, j'ai pas d'avis fondamental sur la question parce que c'est dur à dire. C'est sûr que les échecs, ça se médiatise un peu plus maintenant. Typiquement en Norvège, depuis qu'ils sont champions du monde dans leur pays, les échecs, ça s'est beaucoup médiatisé, alors qu'avant, ça n'était pas. Mais à l'échelle mondiale, je sais pas. Hein. Je sais pas ce qu'il faudrait en plus pour que les échecs soient plus médiatisés qu'ils le sont maintenant. Et pas forcément un conflit politique, mais il faut aussi une raison pour que les gens commencent à s'y intéresser plus. Et donc, je sais pas. Hein. En fait, je pense que, par exemple, justement, le jeu de la dame, ça apporte... Enfin, même dans le jeu de la dame, il y a eu l'évolution, enfin, il y a une évolution historique, il y a une évolution de l'époque. On voit la différence qu'il y a eu tout au long de la vie de Bess Harmon, même si ça reste une fiction. C'est quand même imbibé dans le domaine, enfin, dans la politique. Ouais. Et ça reste aussi l'histoire de chaque pays. Enfin, en France, mais par exemple, en équipe de France, d'un point de vue personnel, j'ai vu une différence de quand j'étais toute petite et là, encore aujourd'hui. Parce que chaque équipe de France est différente. Des fois, tu as des chefs de délégation avec qui ça se passe plus ou moins bien. Tu as plus ou moins d'implication de la part de la Fédération française. Tu as plus ou moins d'argent. Donc, forcément, le niveau des entraîneurs va être différent. L'implication des joueurs peut être différente parce que quand on te demande de payer 1 000 € pour participer à un tournoi en Russie, forcément, quand tu es champion de France, normalement, tu n'as pas envie de payer parce que tu trouves pas ça normal de... Mais normalement, tu es invité encore. Voilà, c'est ça. Donc ça dépend en fait, ça dépend de la... Enfin, pas de la mentalité, mais ça dépend de l'implication que propose ton pays et aussi la fédération dans ton sport. Et comme je l'ai dit, en Russie, c'est très très développé, aux États-Unis aussi. En Inde, ça a extrêmement évolué, mais ça, c'était pas avec le jeu de l'âme, c'est vraiment avec Anand, le fait d'avoir un champion du monde. Mais Magnus, donc comme tu l'as dit, en Norvège, ça a totalement médiatisé les échecs. Et pour tout te dire, donc là, par exemple, sur Chess24, donc, je sais pas si vous le savez, mais Chess24, c'est la chaîne de Magnus. Donc la chaîne principale, c'est la chaîne norvégienne. Et l'animatrice, donc celle qui commente, qui anime les tournois, elle ne savait absolument pas jouer aux échecs. Donc pour tout te dire, elle passait au moins 7 heures par jour à commenter un sport qu'elle ne suivait même pas en général. Et elle ne savait pas y jouer. Mais comme c'était une animatrice et que les échecs c'était connu, elle l'a quand même fait. Enfin, ouais. En fait, il suffit de toutes petites choses pour attirer l'intérêt, entre guillemets, l'engouement autour du jeu d'échecs. Donc, Ouais, après, et ça, c'est à vrai nous pour tout le aussi. sport en plus. Hein. Oui.
Par exemple, au Brésil, le foot, dans les années 70, quand ils ont eu Pelé, ils se sont mis à s'y intéresser beaucoup et c'était politique. Qu'en fait, ouais, à chaque fois, il y a un petit truc qui va entraîner un engouement un engouement dans un pays ou pas, quoi. Après, nous, on a de la chance quand même, c'est qu'en France, pour l'instant, on a quand même MVL qui fait partie du top 5 mondial. Bon, maintenant, il fait partie du top 10 parce qu'il a perdu des points Elo, mais longtemps, il a fait partie du top 5 mondial et c'est exceptionnel en fait. On ne s'en rend pas bien compte, mais c'est quand même du beau jeu, quoi. Bon, on va passer à la question d'après quand même. Ouais. Ouais. Il y a Paul qui pose une question. Alors, il est dans le train, donc il ne pourra pas la poser à voix haute. Donc, voilà. Il te demande d'abord quelle est la proportion de filles dans les échecs. Alors ça, on a le chiffre officiel, ce qu'on avait trouvé dans nos recherches. Donc, en janvier dernier, c'était 17% dans la Fédération française des échecs. Et il demande surtout, est-ce que ça a déjà pu représenter un handicap pour toi ou pour Amélie, en l'occurrence, ou est-ce que la question ne s'est jamais posée pour vous deux? En fait, c'est la proportion dans le sens où est-ce que j'ai senti un handicap dans le sens de ne pas avoir eu beaucoup de féminines avec moi ou c'est plus dans le jeu? À mon avis, c'est plus dans le milieu des échecs, mais tu peux peut-être aussi parler du fait que, en tant que fille, du coup, on n'a pas forcément les mêmes prix, que les compétitions, elles soient séparées, garçons, filles, etc., quoi. Alors ça aussi, pareil, je pense qu'il y a une nette évolution sur ce sujet-là. Peut-être qu'il y a quelques années, c'était plus difficile d'être, on va dire, visible en étant une féminine parce que notre niveau de jeu n'était pas forcément développé par les entraîneurs et par les clubs. Mais en tout cas, moi, depuis que je joue, tous les clubs, ils sont au contraire derrière toutes les féminines que je connaisse et ils nous sollicitent énormément à continuer à jouer les échecs parce que, comme tu l'as dit, il y a 17% de féminines et leur objectif, c'est de faire évoluer en fait ce pourcentage et non pas l'inverse. Donc l'objectif, c'est de nous donner envie de continuer à jouer aux échecs et non pas de nous supprimer des joueurs d'échecs. Et le dilemme qu'il y a aujourd'hui, c'est justement la mixité filles-garçons d'échecs. C'est est-ce que si on mixte, parce qu'en soi, là, il y a deux catégories. Il y a la catégorie mixte, donc filles plus garçons, et il y a une catégorie féminine, donc où il n'y a que les féminines qui peuvent jouer. Et dans les compétitions, du moins quand on est plus jeune, quand on est plus âgé, on ne peut pas, en fait, proportionnellement et même statistiquement, faire de vraies analyses parce qu'il n'y a pas assez de féminines qui ont obtenu des aussi bons niveaux à l'âge équivalent masculin. Donc, les données seraient biaisées. Mais en tout cas, on a constaté, ça, quand j'avais lu une thèse d'un garçon de l'EDEC, je ne sais plus exactement, je peux la retrouver si ça vous intéresse, mais en soi, ce qu'il disait, c'était que quand tu étais jeune et que tu jouais en mixte, il n'y avait pas forcément de facteurs qui distinguaient le jeu d'échecs féminin du jeu d'échecs masculin. Après, ce qui rentre en jeu, c'est l'abandon du côté féminin à la persévérance, entre guillemets, du côté masculin. Apparemment, ce serait prouvé que la mentalité des filles dans des compétitions comme seraient les échecs, c'est que l'abandon est un peu plus précoce. Donc, le problème serait si on mixte trop les filles et les garçons, le taux d'arrêt des féminines serait quand même présent. Donc, ce serait un peu plus rédhibitoire pour les filles. Je vais rebondir sur ce que tu dis et aussi pour un peu plus. Paul, en gros, il a reprécisé sa question, c'est un peu en termes de discrimination et d'opportunité. En gros, Paul, ce qui se passe, la philosophie actuelle en France, pourquoi il y a une compétition filles séparée de la mixte, c'est pour que les filles jouent quand même, parce qu'il y a une majorité de garçons, et donc c'est un peu pour les inciter à jouer. Et en effet, il y a des prix de discrimination positive dans les tournois. À chaque fois, tu as un prix de la première féminine. Et on peut débattre sur s'il a lieu d'être ou pas, parce qu'il n'y a pas forcément de raison qu'une fille soit défavorisée par rapport à un garçon quand il joue aux échecs. Et donc, il y a quand même une sorte de discrimination positive pour encourager les filles à jouer. Et
personnellement, donc là, ça va être mon expérience à moi. Je sais que donc j'ai réussi à être championne de France d'échecs une année, donc en travaillant, mais j'aurais pu travailler beaucoup plus les échecs si j'avais voulu. Et comme j'étais championne de France, je ne voyais pas pourquoi je travaillerais plus alors qu'en fait, j'avais un peu atteint mon objectif. Alors qu'avec le même niveau, j'aurais jamais gagné le tournoi mixte. Ou le tournoi mixte, souvent, c'est quand même que des garçons qui participent. Et donc, c'est vrai que personnellement, ça m'a poussé à ne pas forcément plus travailler le fait que je puisse déjà atteindre des prix féminins sans avoir à en faire plus. Et donc, il y a quand même une problématique par rapport à ça de est-ce que ça aide vraiment à très haut niveau les filles ou pas. Ensuite, Mathilde, je pense que tu es peut-être un peu moins concernée. Je sais que tu avais fait le tournoi mixte une année justement au championnat de France. Oui, bah alors je peux rebondir aussi sur ce que tu as dit. Enfin, par exemple, vous m'avez demandé ma notion de travail, combien de temps je travaille par semaine et autres. Mais comme l'a dit Amélie, quand tu es championne de France et que tu as un peu plus de facilité et que tu n'as pas besoin d'autant travailler, tu peux faire, entre guillemets, le minimum syndical. Et je reconnais que ça m'est déjà arrivé de pas travailler des fois pendant un long moment parce que j'avais pas besoin, parce que bon, c'est peut-être un peu bizarre comment je peux le dire, mais quand tu as 300 écart, enfin 300 points Elo d'écart entre moi et la deuxième de ma catégorie, même sans travailler, en fait, ça reste un écart assez conséquent, donc tu n'as pas besoin d'avoir un niveau encore au-dessus pour les battre. Donc justement, tu te reposes un peu sur tes acquis et tu progresses plus spécialement. Donc ça peut défavoriser, mais après, c'est comme tout, chaque personne est différente. Si tu as vraiment des objectifs de vouloir être championne du monde, ben là, par contre, dans ce cas, tu seras obligé de travailler parce que quand tu fais championne d'Europe et championne du monde, c'est pas du tout la même chose. Les personnes, elles sont toutes déterminées, elles ont la niaque. Et par exemple, les joueuses de notre catégorie, avec Amélie et moi, mais actuellement, là, elles sont toutes dans le top mondial. Donc, et je pense que dans quelques années, ce sera les championnes du monde, ou deuxième, troisième. Donc, c'est comme tout, en fait. Et pourtant, quand elles avaient notre âge, on avait leur niveau. On les jouait, des fois on les gagnait, des fois on perdait, mais enfin, il y avait du combat. Alors que maintenant, à l'heure actuelle, si on joue contre elles, on a un vrai écart qui s'est creusé parce que le travail a été différent. Mais une fois de plus, ça dépend de ce que vous voulez dans la vie. Donc, oui, il y a une différence entre le fait de jouer que des compétitions féminines et de jouer en mixte, mais c'est comme tout, à partir du moment où on joue qu'avec les meilleurs, on progressera beaucoup plus facilement, alors que si on joue avec des moins bons, entre guillemets, on progressera moins vite. Et en fait, ce qui se passe dans la catégorie mixte, et je l'ai faite en cadette, ou non, si, première année cadette. Ouais. J'ai vérifié, tu avais fait 13e. Ouais, ok, j'avais fait 13e, et en plus, j'avais perdu, ou j'avais fait nul la dernière partie, sinon j'étais 6e. Enfin, en soi, ça reste quand même une compétition qui est très dure, très très dure. Et ce qui est bien, et ce que j'ai appris en fait quand je l'ai fait, c'est que tu es confronté en permanence à des personnes qui progressent en permanence. Donc, quand une personne progresse en permanence et de manière régulière, ben, à long terme, en fait, je vous apprends rien là, hein, c'est de la logique, mais plus tu travailles régulièrement et efficacement, mais même si, enfin, imaginons on est comme ça et tu commences à monter petit à petit et que moi j'étais là, ben, au bout d'un moment, nos courbes vont se croiser, mais moi je serai en bas et l'autre sera en haut. Et comme quand on est petit masculin, en mix, pardon, je ne peut-être pas froisser, mais quand on est en mix, le niveau est déjà très très haut. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'écart au bout d'un moment est trop important entre les deux catégories. Donc si une fille va aller se confronter aux garçons, ça va être un peu plus compliqué. Enfin, pour vous donner l'exemple, là j'ai fini 13e au championnat mixte et ma pire place au championnat de France féminin, c'était 5e, et encore c'est moi qui l'ai cherché parce que j'ai perdu le titre sur un pièce touchée, pièce à jouer. Donc oui, enfin,
en soi, c'est pour ça que je conseille à toutes les joueuses et même tous les joueurs de jouer en mix, parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, de jouer que chez les féminines, quoi. Après, de la bannir les compétitions féminines, je ne pense pas que ce soit une si bonne idée que ça, mais ne pas hésiter à jouer en mix, quoi. Mais j'étais la seule féminine en plus à avoir fait le mixte. Du coup, on va passer à la question de Thomas. Thomas, tu me laisses la poser. Ouais, je te laisse la parole. Ouais, moi j'avais donc 2 questions. Déjà, c'était est-ce que tu as déjà battu un de tes collègues de Chess24, genre Fraisse ou Jules Moussard ou même MVL? Et ma deuxième question, c'était à quel point c'est dur de jouer une partie à l'aveugle, en entier, du début à la fin? Alors, en partie bullette, j'ai battu une fois Jules, mais c'était pas une compétition officielle, c'était Ok. entre nous. Mais ok, non, il est juste nettement plus fort. Ouais. MVL, il m'a déjà battu. Il n'y a aucune chance. Ouais. Et Fraisse, j'ai jamais... Ah si, j'ai déjà joué contre lui une fois complète, mais j'ai perdu aussi. Donc, Ok, d'accord. non, j'ai jamais eu de grosses performances contre eux. Ouais, ça J'ai vient. déjà frôlé, mais non. Non, c'est des niveaux bien au-dessus quand même. Mais après, en fait, ce qui est bien aussi, c'est que des fois, sur un malentendu, tu peux gagner. Mais là, j'ai pas eu de malentendu encore. Donc, Ouais, ok. Et à l'aveugle, du coup? Et à l'aveugle, en fait, ça dépend en fait de comment est-ce que tu es habitué à travailler. Je trouve pas que ce soit si difficile que ça, une partie à l'aveugle, mais après, ça dépend contre qui tu joues. Ok, donc ça veut dire que est-ce qu'on peut faire une partie à l'aveugle et tu continues de répondre aux questions et moi je réfléchis? Ah, comme ce que Maxime a fait dans sa vidéo d'Absol. Je vois pas laquelle tu parles, mais ouais, sans doute. Alors en fait, je l'ai jamais fait. Donc je sais pas exactement Ok, l'intensité que ça demande. Mais une partie à l'aveugle classique, normalement, ça va. ok. Bah, je joue D4. Ah, tu dois faire une partie à l'aveugle là? Je sais pas si on pourra aller au bout, mais Je peux faire Ok. quelques coups. tu peux le fumer. Ça, T'as 5 ça... Oui, enfin, bon, ok, je peux faire KLF6 si tu veux. Vas-y. Bah non, mais en vrai, ça va être compliqué avec les autres questions. C'est Non, vrai que... vas-y, gros, joue là. Non, mais c'est bon ça. Non, en fait, ça me dérange pas, mais ça dépend aussi quelle cadence tu veux mettre, parce que souvent, à Ouais, l'aveugle, ça mais dure pas 2 minutes, c'est souvent un bon quart d'heure, et encore, je sais pas ton niveau, donc... bah, c'est enfin, si- surtout pour l'ouverture, il va falloir jouer les coups vite et tu pourras pas répondre aux questions en même temps, donc ça va être compliqué. Mais après, pour tout te dire, quand tu joues aux échecs, donc ta partie sur l'échiquier, par exemple, quand tu te lèves ou quand tu fais une pause, tu as ton échiquier parfaitement dans ta tête. Enfin, tu sais Ok. exactement comment est ta position. Donc, des fois, quand tu joues, et que, en fait, c'est surtout, je pense que c'est un peu moins perplexe pour nous de faire des parties à l'aveugle, c'est que quand tu calcules, tu es déjà à l'aveugle. Parce que Ok. tu peux pas bouger les pièces quand tu calcules. Ok, bah merci pour Et, ta réponse. mais si tu veux, on se fera une partie à l'aveugle un autre jour. Ok, ça marche. Bon, en gros, là, on est censé finir à 19h30. On peut prendre une dernière question, Ouais. peut-être. Mathilde, je sais pas Ça si marche. tu as le temps, mais on va peut-être prendre une dernière question. Ouais. Non, mais ça me dérange pas, il n'y a pas de souci. Ouais. Théo. Ouais. Vas-y. Théo, si tu veux poser ta question. Ouais, ok, je suis sur le même ordi que Thomas. Alors ouais, du coup, la question c'est, bah, genre, comment dire? Genre moi, je suis une buse aux échecs. Enfin, je connais les règles, tu vois, mais je me suis jamais intéressé. Et c'est vrai que j'avais vite fait, tu vois, regarder sur YouTube et tout, des trucs, mais soit c'est hyper basique, soit c'est des trucs que je comprenais rien. Et du coup, je me demandais si tu avais des conseils, genre de lecture, enfin de ressources, de routine, de travail même, à conseiller pour un joueur débutant, quoi. Enfin, débutant, mais pas stupide non plus, quoi. Alors, non, mais oui, il y a un problème.
Je te conseille d'aller acheter un livre d'échecs de calcul, donc de tactique. Tu peux aller sur Alpha Échec. Moi, j'achète tous mes livres là-bas. D'ailleurs, j'ai une commande qui est arrivée. Elle est là. Ah, attends. C'est des livres d'échecs. Et en fait, ce qui est bien, donc tu veux que je mette le Ouais, nom en vrai, si tu as dans... des références, mets-les dans le chat, ça rigole. Je vais regarder sur le site en même temps. Alpha Échec. Donc, il y a ça qui est bien. Je vous envoie. Normalement, c'est sur la page directement. En fait, c'est des livres d'échecs, de calcul. Donc, c'est de la tactique pure. Je vous conseille de commencer par de la tactique parce que, en fait, plus vous allez être bon en tactique, plus les positions seront faciles pour vous parce que vous allez trouver des thèmes, vous allez essayer de faire des petits pièges, vous allez plus vous amuser. Alors que si vous apprenez ou vous regardez en permanence des vidéos d'ouverture ou autres, certes, vous allez répéter le début d'ouverture, mais après, il faut jouer quand même. C'est pas parce que tu me places une belle prépa d'ouverture que tu vas me gagner ensuite. Sauf si, évidemment, je perds des pièces ou je perds du matériel. Mais ça ne suffira pas. Alors que si vous êtes bon en tactique, vous allez pouvoir poser plus de problèmes à votre adversaire et vous allez lui demander plus de ressources et plus de concentration tout au long de la partie. Donc, je dirais les calculs dans un premier temps. Et après, quand même regarder des vidéos, par exemple, même de commentaires de partie ou autres, pour savoir comment est-ce qu'un joueur d'échecs pense quand il joue et quand il regarde les parties. Parce que ça va vous aider à avoir un raisonnement un peu plus fluide dans votre jeu. Parce que souvent, je pense que quand tu débutes, du moins, tu as un peu plus de mal à te poser la question, mais qu'est-ce que je vais jouer au prochain coup? Est-ce que c'est vraiment important d'avoir un plan? C'est colossal, c'est primordial d'avoir un plan aux échecs. Tu ne peux pas jouer sans plan. Ok. Donc, voilà. Bah, merci. Dirais, mais après, n'hésite pas parce que, par exemple, sur ce site, moi, c'est le site que je préfère. Et ce qui est bien, c'est que des fois, ils te mettent, par exemple, mes conseils, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je te conseillerais pour jouer telle ou telle ouverture, ce livre est bien ou ce livre n'est pas bien. Mais c'est Étienne Bacrot, je ne sais pas du coup si vous regardez Blitzstream, mais c'est celui qui seconde Maxime, MBL. Le deuxième français, en gros. Ouais, c'est le deuxième français. D'ailleurs, il jouait là, le Paris Conchess Tour, donc je l'ai vu récemment. Il a battu Fab, d'ailleurs. Ah, mais il a fini 3e en rapide. Hein. Il a fait une belle performance. Hein. Ok, bah, super, merci pour ta réponse. Et du coup, conseil, genre le bouquin de. Genre, comment tu abordes la lecture d'un bouquin? Genre, tu lis ça genre scolairement ou tu ponctues ça de parties? Enfin. Alors, le lien que je t'ai envoyé, c'est pas totalement de la lecture. C'est plus, tu as une position, tu la mets sur l'échiquier, tu la mets sur ton téléphone ou ton ordi et tu dois trouver la solution. Donc, souvent, ça va te marquer les blancs jouent égal, les noirs jouent égal ou. Il y a une tactique de 4 coups. Souvent, c'est crescendo, en fait. Donc, tu commences simple par les bases, mais ça, surtout, même si tu es bon en soi, tu peux quand même le refaire. Même si ça te prend un quart de seconde ou une seconde ou 2 secondes, tes bases, après, fais-le quand même, quoi. Et donc ça, tu n'as pas besoin de lecture pédagogique ou de structure précise. Mais après, si par exemple, tu veux t'attaquer à un livre d'échecs... Attends, j'arrive, je vous montre. Si tu veux t'attaquer à un livre comme ça, donc, par exemple, c'est Ivan Sokolov, où ce sera sous forme de... vous voyez mon écran ou pas? Oui. Ouais, on voit. Donc, il y a l'échiquier, et ensuite, il y a des coups avec des petites phrases. Bon, là, c'est un livre en anglais, tu peux avoir des trucs en français, ça dépend de ce que tu veux. Mais tu as juste à lire, et tu t'arrêtes quand tu ne comprends pas. Il ne faut pas oser... si, justement, il faut oser prendre son temps quand tu lis. Parce que tu lis pas un livre à vitesse. Ce livre, tu ne vas pas le finir en 1 heure, quoi. Même si tu vas tout lire, il
faut comprendre ce que tu lis. Et c'est comme ça que tu progresses. Et après, ce qui est bien aussi, c'est tu refais par exemple la partie que tu viens de voir, ou tu te refais tes propres commentaires, ou sinon tu ne regardes pas tes commentaires, tu essaies de te faire toi-même tes propres commentaires, ensuite tu compares aux commentaires. Enfin, il y a plein de manières de travailler aux échecs. Mais ce qui est bien aussi, c'est quand tu as un entraîneur. Parce qu'il t'aide. Sinon, tu vas en club, tu joues avec des personnes qui ont un peu d'expérience, tu te donnent des conseils, des petits tips. Enfin, en fait, il ne faut pas oser demander aux gens qui jouent aux échecs. Voilà. Et Théo, n'hésite pas. J'ai quelques livres dans ma chambre. Je vais t'harceler, Amélie. Du coup, on va quand même devoir conclure l'interview parce qu'on n'a pas un temps illimité. D'abord, merci beaucoup Mathilde d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Et merci à vous d'être venus et de vous intéresser au sujet. Alors, on va faire un compte-rendu bientôt de l'interview. Donc, Mathilde, on te l'enverra si ça t'intéresse. Et puis, pour les élèves, du coup, il sera disponible dans le journal et partout en Tripro. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. En vrai, on te transmettra, Mathilde, ou si vous avez des retours, bien sûr. Ou à Amélie. Voilà, vous pouvez me poser quelques questions. Ah oui, n'hésitez pas, parce qu'Amélie, elle n'a pas beaucoup parlé, mais elle était quand même en équipe de France aussi, hein, donc elle a de quoi vous répondre. Hein. Donc voilà, et donc merci à tous. Ouais, merci beaucoup, et puis bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci à vous en tout cas. Merci. Au revoir.